comme ça que ça se passe à Marseille, le quartier les plus hardcore France. Oui. 2200 €. Ce chien-là ne marque pas l'argent, il marque le stupéfiant. Donc s'il a marqué ici avec les billets, c'est que les billets ont été en contact avec les stupéfiants. Mais on le saisit quand même. Maman, elle t'a pris des sous. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Ah oui. Oh oui, ça c'est beau ça. On voit un peu le fruit du travail collectif. Des saisies de drogue et d'argent créent des problèmes, créent des tensions. Il est clair que nos opérations sont de nature à déstabiliser le trafic. Et qui dit déstabilisation peut dire parfois exacerbation des tensions entre bandes rivales. Le jeune homme qui était visé a été achevé de 2 balles dans la tête. Un homme, une figure du grand banditisme, abattu de plusieurs... À chaque fois, c'est à l'arme lourde que les malfaiteurs opèrent. Ici, il y a eu 3 règlements de compte, même si c'est pas 4. Et j'ai un neveu, je veux pas trop en parler, mais il a été tué juste là. Voilà, là, il a été tué, mon neveu, là. Je peux pas aller là-bas. Hein. On nous les brûle. On laisse même pas quelque chose pour les voir, pour les tenir, pour les embrasser une dernière fois. Pourquoi comme ça? Pourquoi ce massacre? Aidez-nous! Aidez-nous, s'il vous plaît! Bonsoir à tous et bienvenue dans Révélation. Ce soir, je vous propose une enquête sur le banditisme marseillais et en particulier sur le trafic de drogue qui gangrène la cité phocéenne depuis quelques années. Les caïds des cités amassent des fortunes colossales et s'entretuent pour garder leur territoire. Résultat, les règlements de compte entre bandes rivales se multiplient et donnent une image sulfureuse de la ville. Vous verrez dans notre documentaire qu'il n'y a pas que les quartiers sensibles de Marseille qui sont en proie au trafic. Dans le centre-ville, par exemple, les cigarettes de contrebande se vendent à ciel ouvert et bien moins cher que dans les bureaux de tabac. Autre fléau qui exaspère les Marseillais et qui fait fuir les touristes, les vols à l'arraché. Alors pour débarrasser Marseille de sa mauvaise réputation, les autorités mènent une guerre contre les trafiquants. Marseille, caïd contre force de l'ordre, c'est tout de suite dans Révélation. Vue d'en haut, elle semble calme, paisible. Une ville somptueuse au bord de la mer. Mais vue d'en bas, c'est une toute autre histoire. Au milieu de la foule, voilà ce qui fait le quotidien. Des trafics en tout genre. Cigarettes de contrebande et stupéfiants. Tu sais où est-ce que je peux acheter à fumer ici? Non, voilà, tout droit là. Ouais. Et là, Et des scènes comme celle-ci, beaucoup plus frappantes. Mais au-delà des images, il y a un phénomène bien plus préoccupant. Un phénomène qui depuis plusieurs mois se développe dans les faubourgs de la ville et qui est souvent visible à la nuit tombée. Le jeune homme qui était visé a été achevé de 2 balles dans la tête. Un homme, une figure du grand banditisme, abattu de plusieurs... À chaque fois, c'est à l'arme lourde que les malfaiteurs opèrent. Règlement de compte à répétition, une quinzaine de morts en 9 mois à peine. 3 corps calcinés ont été retrouvés dans une voiture en flammes. On nous les brûle. On laisse même pas quelque chose pour les voir, pour les tenir, pour les embrasser une dernière fois. Pourquoi comme ça? Pourquoi? Une série noire qui fait la une et place désormais Marseille, la 2e ville de France, sous haute surveillance. Mettre un terme à la violence à Marseille est devenu un enjeu majeur. Allez, bougez pas, mettez la main derrière nous. Mais cela est-il possible? C'est ce que nous avons voulu savoir. Tu habites où, toi? Quel bâtiment? Vite, vite. Quels moyens sont réellement mis en œuvre pour mener la guerre contre les caïds? Bâtiment B. On va aller chez toi faire une perquisition après. Comment mettre fin au règne des dealers? Les résultats obtenus sont-ils suffisants? 300, 400, 1400, 1500 €. Dis-lui qu'il faut taper là. Ouais, tape tout de suite. Et face aux forces de l'État, C'est pas à moi. Ça non plus. dans les quartiers sensibles, comment les trafiquants de drogue sont-ils organisés? Oui. Voilà, ça se passe comme ça. Terre. De quelle façon ont-ils transformé certaines cités en des zones quasi inaccessibles?
pour y mener leur propre business en toute tranquillité. Ce qui est frappant lorsqu'on enquête sur la criminalité à Marseille, c'est que contrairement aux autres grandes villes françaises, la violence, les agressions ont souvent lieu en plein jour et en plein centre-ville. Il y a 4 ans, la municipalité a fait installer 340 caméras de vidéosurveillance. Des images qui, vous allez le voir, sont souvent pour les forces de l'ordre un nouvel outil pour arrêter les délinquants. Non loin du Vieux-Port, au cœur de Marseille, le commissariat de Noailles. Sur les 17 commissariats que compte la ville, c'est sans doute l'un des plus exposés. Ici, le boss, c'est David Brugère. Il a été nommé commissaire en 2012, avec une mission, faire baisser la délinquance dans le centre-ville. Sous ses ordres, 500 hommes. Vous m'appelez quand vous êtes prêt. Okay. L'un des fléaux auxquels il est confronté, ce sont les vols avec violence. En particulier, les vols à l'arraché. Avec en plus une spécialité locale, les vols de collier. Pour le commissaire, les images de vidéosurveillance sont parfois de précieux débuts de piste. Donc là, il fait chaud, vous avez un individu qui se balade en survêt et puis encapuchonné comme si on était en plein hiver. Il fait ses allers-retours sur un petit secteur, comme s'il était un peu en patrouille, pour guetter sa proie. La victime est là, et voilà, et c'est fini. La méthode est toujours la même. L'arracheur porte des vêtements noirs, banals, et une capuche pour masquer son visage. Il a repéré la caméra et lui tourne le dos. Il choisit sa victime. D'un geste sec, il arrache son collier en or. Valeur de son butin, autour de 80 €. Depuis l'arrivée de David Brugère, ces hommes ont déjà interpellé 70 arracheurs. Un très bon résultat, mais le combat n'est pas terminé. Cet après-midi, l'un des hommes du commissaire a été alerté sur un nouvel arrachage. La scène s'est déroulée dans le 1er arrondissement en centre-ville. Ces touristes espagnols marchent sans se douter de ce qui les attend. Sur le trottoir, un scooter vient à leur rencontre. La scène ne dure que quelques secondes. Le deuxième homme sur le scooter a saisi le collier de la touriste. Le 2 roues a quitté les lieux aussitôt. Mais grâce à cette vidéo, les policiers ont identifié le pilote du scooter. C'est un récidiviste, il figure dans les fichiers du commissariat. Il porte en particulier une montre et une bague qui sont très reconnaissables. Les policiers vont aller l'interpeller chez lui, mais obtenir ses aveux ne va pas être simple. L'arracheur de collier présumé, le voici. Il n'a que 17 ans, mais les policiers le connaissent bien pour l'avoir déjà arrêté plusieurs fois. Il porte encore la bague et la montre qui ont permis de l'identifier. Pourtant, il va nier. Bon, tu as été reconnu comme étant le conducteur d'un scooter et le passager arrière a arraché la chaîne à une femme. Ça s'est passé... Attends, ne me dis pas non. J'ai rien conduit, j'ai pas de moto, je conduis rien du tout. J'ai rien. T'as rien? Rien. Malgré son jeune âge et la vidéo qui l'accuse, le suspect prend l'audition à la légère et n'hésite pas à provoquer le policier qui l'interroge. Je sais pas. Pardon, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Je sais pas. Non mais qu'est-ce que tu as dit après? Je sais pas qui? Je sais pas. Frère? Je suis pas ton frère. Ça va. Non mais ne dis pas ça va. D'abord tu es pas mon frère et tu es en garde à vue. Et devant toi tu as un officier de police judiciaire. Tu as compris? Bon, alors tu te tais et tu vas répondre aux questions que je te pose. Mais moi je suis pas ton frère. Tu as compris? Je suis pas ton frère. Je réponds pas aux questions, je réponds plus. Ne réponds plus aux questions qui me sont posées. Le policier n'est pas surpris. Dans ces affaires d'arrachage, il a très régulièrement affaire à des mineurs récidivistes qui connaissent leurs droits et qui savent qu'ils peuvent garder le silence. Bon, vous me l'attachez, lui, et il descend en jaune tout de suite. Le suspect va passer la nuit au commissariat. Toi, arrête de me filmer parce que sur ma mère, je vais te mettre un cric dans la caméra, ça part tout droit. Demain, le jeune homme sera à nouveau auditionné. S'il garde le silence, les policiers ne pourront rien contre lui. Mais ce qu'il ignore, c'est que le lendemain, un témoin va se présenter. Dans les affaires de vol avec violence, il est rare que les personnes ayant assisté aux faits se présentent pour témoigner, par peur des représailles ou parce que les délinquants ont agi trop vite. Mais ce matin, un jeune homme est venu de lui-même au commissariat.
Ce jeune homme, on l'aperçoit dans la vidéosurveillance. Au moment des faits, il est en train de lasser ses chaussures. Le scooter est passé juste devant lui avant l'agression. Il n'a pas hésité à venir parler à la police. Si ça arrive à ma soeur ou ma mère, je serais content qu'il y ait une personne qui fasse ça pour elle. Alors, que ce soit une touriste, comme si c'était quelqu'un de ma famille, je me mets à la place de la personne cassée. Le policier lui présente une planche photo comportant plusieurs visages. Parmi eux, le conducteur du scooter. Il porte le numéro 9. Prends ton temps. Vu que c'est surtout le bas du visage. C'est lui ou lui? Par rapport à ce que j'ai vu, ça ressemble à un des deux. Un des deux. Je peux pas dire à 100%. Le 9 et le 5, c'est ça? L'homme hésite entre deux individus. Pour lever le doute, les policiers décident d'organiser ce qu'ils appellent un tapissage. Derrière une vitre sans teint, 3 hommes, dont le suspect de 17 ans qui porte le carton numéro 3. Le témoin les scrute un par un. Je ne même pas le 5, c'est sûr. D'accord. Le 2, il me paraît trop loin. Ouais. Je crois que c'est ça. Hein? Allez, c'est bon, vous pouvez remonter. Cette fois, le témoin a clairement identifié le conducteur du scooter. Mais face aux preuves qui s'accumulent contre lui, le suspect continue de garder le silence. Donc hier en fin d'après-midi, lors de ta première audition, tu as fait le choix de garder le silence et de ne pas répondre aux questions qui t'ont été posées. Est-ce que tu persistes là-dedans? Ou est-ce que tu veux parler ou répondre aux questions que je vais te poser? Persiste là-dedans. Alors je persiste là-dedans. Et tu n'as rien d'autre à rajouter? Et on arrête là, hein? Pas de souci. Allez. Toujours pas d'aveu, pour les policiers l'affaire se complique. Car dans ce genre d'affaires, la garde à vue ne peut excéder 24 heures. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, le dossier est encore mince. Le suspect a été identifié grâce à sa bague et à sa montre. Il a déjà été interpellé pour des faits similaires. Et un témoin l'a identifié. Seulement, les policiers savent que sans aveu, ces éléments ne suffiront probablement pas à convaincre la justice. Alors, pour gagner du temps, ils ont besoin d'une prolongation de garde à vue. Rendez-vous chez le procureur au palais de justice de Marseille. À droite, en polo orange, le procureur. Il a l'habitude de ce genre d'affaires. Son discours est très ferme. Jusqu'à maintenant, tu dis rien. Oui. Bon, t'as le droit. Ceci étant, si tu dis rien, nous, on a des éléments. Tu dis rien, ça va être difficile de vérifier tes alibis. T'as plus de 16 ans, tu peux aller en détention. T'es déjà connu pour au moins 2 affaires. Donc tu fais comme tu le veux, discute avec ton avocat parce que pour le moment ça se passe mal. Donc pour ces faits-là, je te garde tu restes avec les policiers cette nuit. Voilà, c'est fini, au revoir. Le jeune homme l'a compris, maintenant qu'il a plus de 16 ans, ce genre d'affaire peut lui valoir la prison. Alors après une deuxième nuit au poste, son attitude va changer du tout au tout. Le lendemain, sur les conseils de son avocat, le jeune homme passe aux aveux. Oui, je reconnais des faits. Oui, je reconnais des faits. Question. Vous avez rencontré un groupe de touristes. Comment ça s'est fait? On était en train de rouler sur le trottoir. Oui, c'est bon. On avait une chaîne, il a mis la main. Sur le collier? Oui. Sur le collier de la victime. Est-ce qu'elle a cédé la chaîne? Non, la chaîne, en fait, elle est tombée. Alors, la chaîne, vous êtes venu la récupérer? Oui, on a ça. Dans quelle direction vous êtes parti? Au bord. Vers la porte d'Aix. L'arracheur a été placé en détention dans un établissement pour mineurs pendant 1 mois. Puis il a été libéré en attente de son procès. Il risque jusqu'à 7 ans de prison pour vol avec violence en réunion. En 2013, le nombre de vols de colis à Marseille a été divisé par 2, en partie grâce aux caméras de surveillance. Mais le phénomène reste problématique et parfois très violent. En 2013, on estime que 3 kilos d'or ont été volés et revendus chaque mois dans la ville. Et si ce type de délinquance est si fréquent à Marseille, c'est parce qu'il est très facile ici pour un voleur de revendre bagues et bijoux. En plein cœur de la ville, la porte d'Aix est une place connue de tous les Marseillais. Un haut lieu du trafic illégal. Ici, tout se vend, tout s'achète. Contrefaçon, drogue et cigarettes de contrebande. Combien? Ça dépend quoi. 4 €. Cet endroit, les hommes du commissaire Brugère y patrouillent régulièrement. En scooter par équipe de 2, ils sillonnent le secteur. Parfois, la chance leur sourit.
Ce jour-là, en passant, ils ont repéré une personne suspecte. L'homme dissimule maladroitement derrière lui plusieurs boîtes à chaussures. À l'intérieur, 4 cartouches de cigarettes et des dizaines de paquets qui vont être saisis. Le vendeur est arrêté et conduit au commissariat. C'est en venant ici presque tous les jours que les policiers réussissent parfois à arrêter un revendeur. Ce qui commence à être assez agréable pour nous, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à nous aider, à nous renseigner dans le quartier. Je ne peux pas vous dire qui, puisque ça serait compliqué pour eux. Mais on commence à avoir pas mal d'informations. Mais l'objectif du commissaire Brugère, c'est de réussir à coincer des revendeurs d'objets volés, ce que l'on appelle des receleurs. Et pour cela, il ne compte pas sur la chance, mais sur un coup de filet minutieusement préparé. Grâce à un indicateur, le commissaire est sur un gros coup. Un suspect qui serait l'un des receleurs les plus importants de la place. Cet homme, le voici. Il achèterait notamment des bijoux volés par les arracheurs du centre-ville. Tu me reçois bien là ou pas? Ouais, 5 sur 5. Ah ok, pareil pour nous. En embuscade, les équipes du commissaire surveillent les allées et venues du suspect. Une deuxième équipe stationne dans un véhicule banalisé à quelques mètres seulement de l'individu. Dans le jargon policier, on appelle cela un soum, un sous-marin, une voiture qui permet de voir sans être vue. C'est la seule façon pour la police d'être au plus près des trafiquants sans se faire repérer. Un homme s'approche du receleur présumé. Apparemment, il a quelque chose à lui vendre. Il a acheté un truc, hein, il a supposé un truc dans sa main droite et il l'a posé après sur la table avec des anciens. C'est la transaction que les policiers attendaient. Leur indicateur n'a pas menti, ils vont pouvoir maintenant interpeller le suspect. 5 heures le lendemain matin, le commissaire Brugère et ses hommes se préparent pour l'opération. Vous leur avez montré physiquement où c'est, l'endroit où c'est? Oui. Donc c'est parti. D'après leurs renseignements, le receleur changerait souvent de domicile. Depuis quelques jours, il dormirait dans un appartement non loin de la porte d'Aix. C'est là qu'ils vont tenter de l'interpeller. C'est qui tout double ce matin? C'est le pactole ou c'est rien? Mais rien ne va se passer comme prévu. Dans l'appartement, un couple, mais pas de traces du receleur. C'est pas lui. Oh mais non! Sérieux? Non, c'est pas lui. Ah non! Est-ce que vous avez prêté votre appartement à quelqu'un pendant le ramadan? Oui. À qui? Son prénom c'est quoi? Ah c'est bon, on n'a pas faux alors. Le receleur a bien dormi ici il y a quelques semaines. Mais l'homme dit ne pas savoir où il dort maintenant. En revanche, il désigne facilement une quantité de matériel informatique haut de gamme que le receleur stocke chez lui. T'as 2 écrans, t'as vu? Ces ordinateurs proviennent probablement d'un cambriolage. Une belle découverte. Mais le receleur, lui, reste introuvable. Pour le commissaire Brugère, la course contre la montre a commencé. Le souci, c'est qu'à partir de là, c'est vrai que le temps joue un peu contre nous. Le receleur est peut-être déjà au courant de l'opération de police. Le commissaire et son équipe doivent le trouver au plus vite. Sinon, il risque de quitter la ville. Et cette fois, c'est la chance qui va donner un coup de pouce aux policiers. Alors qu'il circule porte d'Aix, en pleine rue, il tombe soudain nez à nez avec le receleur. Attendez! L'interpellation est immédiate. Bah ouais, on a un petit coup de cul là pour une fois là. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Le receleur semble plutôt coopératif. Il donne l'adresse de l'appartement dans lequel il aurait dormi la veille. Peut-être est-ce là qu'il stocke les bijoux et les objets volés qu'il a rachetés. Là, ça commence à me plaire. Les policiers s'y rendent aussitôt. Oh, bouge pas, lève tes mains. La fouille des lieux commence. Mais au bout de quelques minutes, les policiers comprennent que le suspect leur a menti. Il n'a pas dormi là? Il n'a pas dormi là. Il n'y a pas ses affaires. Il n'y a aucune de ses fringues, il n'y a pas ses tongs, il n'y a que dalle. Donc il nous cache un appart. Ouais. Aucun effet personnel du suspect sur place. Et désormais, l'homme s'est muré dans le silence. Pour les policiers, il ne reste plus qu'une seule possibilité pour boucler l'affaire.
L'indicateur qui a livré le nom du receleur a aussi donné aux policiers une adresse. Elle se trouve à seulement 300 mètres de là. Les policiers décident de s'y rendre. L'immeuble est un vrai taudis. Au 6e étage, dans un appartement squatté, les policiers vont faire une belle prise. 2 complices du receleur et surtout des liasses de billets. Des billets de 50 €. 1200. 5, 1200. 1300. D'accord. 1400. 1500 €. On est d'accord? Le compte est bon? Les policiers viennent de mettre la main sur les 2 banquiers du receleur. L'étau se resserre, l'homme commence à livrer des informations. Tu rachètes les téléphones et tu rachètes l'or et après tu revends à qui? Un mec au bled. À un mec au bled? Donc tu pars au bled avec tout et tu vends? Non. Qui c'est qui fait le voyage pour toi? C'est lui qui vient? Donc ça veut dire qu'il stocke entre temps. Où est-ce qu'il est? Allez, demandez en arabe. Où est-ce qu'il met son stock là? Il n'y a pas, c'est toujours il n'y a pas. C'est toujours il n'y a pas. Non, il y a quelque part. La fouille de l'appartement se poursuit, mais elle ne donne rien de plus. Rien. Pas la moindre trace d'or ou de bijoux. Les hommes du commissaire Brugère n'ont toujours pas trouvé la planque du receleur et il ne leur reste plus aucune adresse à visiter. C'est l'impasse, mais le commissaire Brugère n'a pas dit son dernier mot. De retour au commissariat, le receleur présumé est placé en garde à vue. Il refuse de donner l'adresse de son stock, alors le commissaire va opter pour une autre stratégie. Tous les enquêteurs sont mobilisés pour rappeler leurs indicateurs et dénicher tout renseignement utile. Il n'y a pas la voiture, il n'y a personne. Chacun active ses réseaux. Là, il nous a fait le même coup là. Et quelques minutes plus tard, la stratégie s'avère payante. L'un des hommes du commissaire obtient une adresse plausible. Il faut maintenant agir immédiatement avant que les complices ne viennent vider les lieux. Mais cette fois, le commissaire Brugère va employer les grands moyens. Il fait venir une trentaine d'hommes en renfort, notamment des policiers en tenue et des hommes de la BAC, la brigade anticriminalité. La BAC, j'aurais aimé que vous preniez les fiacres et Montaulieu. Mettez les 2 voitures de chaque côté. Car l'adresse obtenue se trouve en plein cœur de la porte d'Aix. Et les policiers le savent, dans ce secteur de Marseille, en plein après-midi, il y a foule. Envoyer seulement quelques hommes sur place serait risqué. Ils pourraient se trouver rapidement pris à partie. Et alors les VTT, vous montez sur Saint-Charles. Et pareil, au top, vous glissez et vous rentrez dans Montpasteur. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Merci. Le dispositif est en place, l'opération est lancée. Pour éviter tout attroupement, il faut être rapide. L'immeuble est un vieux bâtiment marseillais assez dégradé. La porte est close, l'interphone